Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je présente Christophe Aubertin et Xavier Géant du collectif Studio Lada, architecte à Nancy. Alors, Nancy, je ne sais pas si vous voyez, c'est une petite ville qui est près de Strasbourg. On nous demande toujours où c'est. Alors, on va vous présenter entre 12 et 15 projets à peu près. On ne va pas s'éterniser sur chaque projet, mais on va essayer d'être le plus exhaustif possible. Voilà. Et avec un petit peu de chance, on aura un peu de temps pour quelques questions à l'issue de cette intervention. Merci aussi de nous avoir invités. Merci beaucoup. Alors, matière à rencontre. Alors, c'est un nom qu'on a donné à cette conférence. On s'est posé la question avec Christophe, et puis en fait, on l'a trouvé assez rapidement. Matière à rencontre, pourquoi ? Il y a plusieurs axes, en fait. Ça rejoint un petit peu ce que disait tout à l'heure Dominique. Ça me permet de rebondir sur ce qu'elle disait sur la notion d'écosystème convivial. Parce qu'on considère que chaque projet, chacune des actions est potentiellement une matière à rencontre. C'est vrai qu'un projet public ou privé, c'est entre 20 et 50 personnes. C'est grosso modo entre 20 et 50 personnes qui tentent d'aller dans le même sens. Donc ça, c'est la première chose, donc c'est la rencontre. Et puis aussi, ça fait écho à une remarque qui nous avait été faite par Jean-Marc Weil, qui est un ingénieur en structure avec qui on travaille, qui nous rappelait les propos de Yves Bréchet, qui est polytechnicien, chercheur en sciences des matériaux, et qui, lors d'une leçon inaugurale au Collège de France sur la science des matériaux, comme quoi il y a des scientifiques qui s'intéressent fortement à la question des matériaux, son intervention portait sur du matériau de rencontre au matériau sur mesure. Et c'est vrai que la question du matériau de rencontre, c'est un peu une notion centrale aujourd'hui, en tout cas dans ce qui nous rassemble autour de ce colloque. Donc d'où cette appellation matière à rencontre. On développera un peu plus avant la notion de matériau de rencontre par la suite. Alors, en deux mots, Christophe et moi donc, faisons partie d'un collectif d'architectes qu'on a créé en 2008-2009. On est aujourd'hui 16 à peu près, et on est 6 associés. Donc il y a Éléonore qui est ici, Christophe, Aurélie, Agnès, Benoît et moi. Voilà. J'ai essayé de ne pas mettre la même chemise, c'est pas forcément facile. Voilà, en gros, on travaille principalement sur notre territoire, le Grand Est, et majoritairement sur ce qui était avant le territoire lorrain, c'est-à-dire la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, les Vosges et la Moselle. Le rapport au territoire, alors nous c'est déjà en le parcourant qu'on l'a un peu découvert, et ensuite on a eu l'envie aussi de regarder sur des cartes comment ça se passait. Donc en haut vous voyez Nancy, ce petit point qui est au milieu de la région Lorraine. Alors la région Lorraine qui n'existe plus parce qu'aujourd'hui c'est le Grand Est, mais quand même ces 4 départements de la Lorraine, c'est un peu 95% de notre rayon d'action, sachant qu'on est à 1 heure et demie autour de Nancy. Et ici, on voit des cartes qui montrent quelques gisements, notamment en bas le bois, qui est un peu notre gisement principal et historique, avec des nuances sur le feuillu et le résineux. Vous voyez en bleu la poche de résineux qui apparaît sur le massif vosgien. Et vous voyez aussi une carte en haut sur la filière pierre. Alors chez nous, on n'a pas des gisements énormes comme en Provence ou comme dans l'Oise ou quoi, mais on a quand même cette qualité, cet atout, c'est d'avoir des pierres diverses. On a des petits gisements de pierres calcaires, pierres de grès rose, de granit, pierres de Jaumont, et on a un peu des choses comme ça. Et ensuite, vous voyez à droite, c'est une carte plus économique. Alors, c'est une carte d'une économie un peu passée des années 60-70, mais qui nous démontre aussi une économie en lien avec le territoire, le textile, la papeterie, le thermalisme, l'industrie.
toutes des choses qui aujourd'hui ont vraiment clairement décliné, mais ça nous permet de connaître notre territoire et de voir aussi des fois du patrimoine à rénover, un patrimoine industriel qui est là. Et Nancy est au cœur de ça, et la notion de biorégion nous intéresse bien, hein, comme décrit par les Américains ou même par les Italiens sous forme de territorialisme. Et chez nous, on trouve que c'est assez prégnant, c'est-à-dire que si on va côté ouest, côté de la Meuse, on a de la pierre calcaire, du bois de feuillu. Si on va côté Vosges, on a au nord, on a du grès rose. Si on descend, on a du granit, on a du résineux, et on a des ressources un peu qui nous poussent à construire des choses un peu différentes si on est dans un coin ou l'autre du territoire. Et pour ça, bien sûr, en se baladant, on observe du patrimoine vernaculaire ou un peu plus savant des fois, comme un hôtel de ville en pierre de taille. Mais on voit de la pierre de taille de calcaire, de grès rose, on voit des constructions en moellon avec un enduit mais avec des chaînages en granit, on voit des charpentes incroyables, très grandes, qui couvrent des volumes, des choses un peu plus dessinées, des villages-rues, voilà, un patrimoine aussi industriel d'une certaine époque, et ça nous inspire. Et aussi, on fait ce genre de petits croquis régulièrement quand on attaque des projets. On l'avait fait une première fois pour ce concours. Alors ça s'y prêtait bien, c'était des bureaux pour la Chambre d'agriculture et l'Office national des forêts. Et on s'était dit, ben tiens, on va essayer de tout faire avec des produits agricoles ou forestiers. Et on avait fait ça, où on a, premier cercle, la ressource sur le territoire, donc les pierres, les fibres et les bois. Ensuite, deuxième cercle, les objets qu'on peut construire avec ça, donc une espèce de première et deuxième transformation. Et ensuite, la mise en œuvre dans le bâtiment. Et chose importante, c'est tous les petits bonhommes qui sont dessinés autour, parce que l'idée, c'est de véhiculer le potentiel de travail, d'économie propre à toute cette manière de construire. Donc on refait ces petits croquis, et des fois on incruste d'autres données, par exemple des données culturelles ou des données patrimoniales, on s'inspire de tel type de patrimoine local, et on focalise toujours sur le projet un peu au milieu. Ensuite, voilà, pour présenter maintenant des projets, plus ou moins rapidement, mais qui expliquent certaines choses. Un petit projet fondateur qui a déjà 10 ans maintenant, c'est un petit préau en pleine forêt, là, c'est le petit point, là, on est dans une petite clairière, et c'est un petit préau commandé par la commune de Bertrichamp et par une démarche menée par le département autour d'un espace naturel sensible et d'une tourbière. Et donc volonté de faire un préau un peu différent et de travailler en autoconstruction avec la commune. Et tout est parti d'une visite dans l'atelier et d'un tas de planches qui étaient là, des restes encore de la tempête de 99, et l'envie de faire une structure comme ça, singulière, uniquement construite avec de la planche locale, du coup, de 15 par 3. C'était aussi un peu inspiré de structures développées par Jacques Anglade, qui est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, avec qui j'avais eu la chance de travailler, et qui développait des petites structures denses comme ça, notamment avec Yves Perret aussi, qui était... ils aimaient bien faire ça. Il y a un projet qui s'appelle le Préau de Chambon-sur-Lignon, pour ceux qui connaissent, avec une petite structure qui se décale. Donc on avait dessiné cette structure très géométrique, et qui contrastait entre un côté sophistiqué de l'ouvrage terminé, mais une simplicité de fabrication, puisqu'on avait juste un hangar et des planches. Et donc on a cogité avec mon ami ingénieur Nicolas Barthez sur comment préfabriquer les 12 modules et comment ensuite les transporter et les assembler. Donc on a retaillé des planches parce qu'il n'y en avait pas assez, tout vient de la forêt, et on était un peu sur un projet un peu exemplaire comme ça, sur la fourniture locale et sur l'utilisation d'une main-d'œuvre disponible, avec des compétences, avec un adjoint anciennement menuisier. Et voilà, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu un adjoint menuisier, on ne se serait peut-être pas lancé là-dedans. Un autre qui savait conduire des engins et qui savait faire du levage, et on a pu construire ce petit préau. Voilà, donc ensuite je te passe la parole. C'est moi qui fais les blagues, en fait, vous avez compris.
Autre projet qui se trouve aussi dans un contexte très très forestier. Là, on arrive dans les Vosges du Nord. Donc, les Vosges, en fait, il y a le département, mais les Vosges, on a les Vosges en Alsace, donc Haut-Rhin, Bas-Rhin, on a les Vosges du Nord, les Vosges du Sud, enfin voilà. Si on parlait de biorégion telle que le définit Mathias Rollo, on parlerait vraiment du massif vosgien dans son ensemble et pas de département en fait comme on a l'habitude de le faire. C'est plus intéressant. Le projet que je vais vous présenter se trouve ici. Vous voyez, ça fait comme un petit colimaçon là, vous allez comprendre pourquoi. C'est un des endroits les plus visités de Moselle. C'est le rocher de Dabo, qui culmine à 630 mètres, 656 mètres d'altitude, et outre duquel on a tout le massif donc des Vosges du Nord qui s'étend à perte de vue et qui ne fait pas de masque en fait au vent. On est vraiment sur un piton rocheux. Et c'est très connu en fait, c'est-à-dire que ce rocher dans le secteur, tout le monde y allait au moins une fois. Quand j'en ai parlé, qu'on travaillait sur ce projet, il y a un copain qui m'a dit mon père a demandé ma mère en mariage ici, la chouette d'or qui a été retrouvée il n'y a pas longtemps, pendant très longtemps, tout le monde pensait qu'elle était au rocher de Dabo. Ce qui nous amène à travailler sur le restaurant de la chouette d'or, qui brûle en 2015. Donc, vous voyez, c'est ce petit restaurant qu'on voit. Alors là, il y a l'hôtel, c'est ce bâtiment qui est juste là. Et le restaurant brûle en fait en 2015. Et puis en 2015, de 2015 à 2019, le maître d'ouvrage, avec plusieurs architectes, fait des projets successifs, projets qui sont systématiquement rejetés par l'architecte des bâtiments de France, et puis il décide avec le CAUL de lancer une petite consultation à laquelle on est retenu. Et donc notre intervention consistait à dire on va tenter de repartir sur le volume initial, parce que c'est ça aussi, hein, c'est essayer de faire avec le déjà là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on valorise dans ce bâtiment qui vient de brûler. C'est assez simple, il nous reste quoi? Il nous reste des superbes murs en grès des Vosges, qui est une des ressources majeures du secteur. Et donc on a déconstruit tout ce qu'on pouvait déconstruire. Donc toutes ces petites extensions de moindre qualité pour au final arriver à ça. Voilà. Alors comme ça, c'est vrai que ça fait plus trop restaurant, mais le projet consistait donc à maintenir la paroi en grès qui fait front au rocher, et puis à installer une structure comme une coque en bois en fait, qui elle fait écho à la forêt environnante et qui vient répondre en fait à cette grande étendue verte. Voilà. Donc le petit croquis ici qui explique assez clairement ce qu'on a mis en place. Et donc c'est un chantier qui a été assez complexe à mener, parce qu'effectivement on est en hauteur, donc alors ça donnait lieu chaque lundi matin à des visites de chantier un peu incroyables, hein, avec les différentes entreprises, les maîtres d'ouvrage. Vous voyez, le site est loin d'être désagréable quand il fait beau, parce que c'est vrai que l'ingénieur avec qui on a travaillé sur ce projet, son nom reviendra souvent, Christophe l'a déjà cité, c'est Nicolas Barthez, avec qui on mène quasiment la totalité de nos projets en ossature bois, a dû calculer la charpente comme si on était à 3000 mètres d'altitude, de par la situation géographique en fait, et les vents qui tournent autour du bâtiment. Donc il y a vraiment une très très grande complexité de mise en œuvre. Et donc on retrouve ce bâtiment donc, qui est d'une volumétrie très très simple, qui fait écho donc d'une part au rocher en grès des Vosges, et donc on a habillé ce volume avec des bardeaux, donc des tavaillons, parce que sur la commune il y avait un tavaillonneur qu'on a sollicité. Il se trouve que le projet était trop important pour lui. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de filières, qu'on peut s'appuyer sur du local, mais encore faut-il que les filières existent. C'est-à-dire que la filière de Tavaillon existe à cet endroit précis, sauf qu'elle existe à très très petit volume. Donc on a été obligé de faire venir les Tavaillons au final de Savoie, Sud Jura et Savoie.
Donc il y a une vraie question en fait, hein, sur cette notion de filière. C'est pas parce qu'on veut qu'on y arrive forcément. Il y a une structuration de toute filière à mettre en place. Et il y a un dialogue qui s'établit. L'intérêt aussi de travailler avec les Tavaillons, c'était outre la résonance entre la petite dimension du Tavaillon et le grès des Vosges, c'était aussi d'avoir la possibilité d'avoir un revêtement continu en parois verticales et en toiture, pour justement, depuis la vue en surplomb, avoir cet effet de nappe en fait, de bois qui vient dans le prolongement de la forêt environnante. Ensuite, un autre projet de petite dimension qui se situe dans les Hauts-de-Vosges, donc plus au sud que là où tu étais. Donc là, on redescend et on est dans le territoire résineux et carrière de grès rose et de granit. Et c'est un office de tourisme, un petit office de tourisme qui vient se poser ici, en face d'un site particulier. C'est une confiserie, une grosse confiserie qui accueille énormément de touristes pour montrer comment on fabrique des bonbons des Vosges. Et donc la communauté de communes de Plainfin s'est dit on va poser un petit office de tourisme ici, parce qu'il y a, je crois, 200 000 visiteurs par an, et ça permettra de leur donner envie d'aller revoir d'autres choses sur le territoire. Et c'est un peu une commande, ce petit projet, parce qu'il n'y avait pas besoin de faire une consultation, ils pouvaient consulter directement 3 archis, et ils avaient demandé un petit bâtiment en bois, et on s'est dit, ben, tiens, on va aller un peu plus loin, on va leur dire, bon, on aimerait bien travailler en bois, mais aussi en pierre, et on aimerait bien travailler avec le grès rose. On pense que ce sera un peu plus singulier, parce qu'il y avait déjà beaucoup de bâtiments bois par ici. Et donc, je sais pas, oui. La première chose qu'on a fait, alors le grès en porteur, pierre massive, on n'avait jamais fait. On avait une petite expérience en pierre porteuse, mais sur un mur de refend. Et là, même, enfin, au tout début, j'ai tout de suite pris l'annuaire, j'ai regardé où était la carrière la plus proche, c'était celle-ci. Je suis allé les voir pour leur demander est-ce que je rêve ou est-ce qu'on peut réussir à faire un projet en pierre massive de cette dimension, etc. Et eux étaient assez partants parce que comme nous, ils étaient abonnés à Pierre Actual, vous voyez, cette revue de Pierre, mais ça a un rôle quand même, hein, ces revues, parce que notre ami Gilles Perraudin, qui a été pas mal publié là-dedans, il a donné un peu envie à des carrières et à d'autres de construire un peu en pierre massive de manière contemporaine. Et donc on arrive avec cette idée, on va faire de très gros blocs, comme Gilles Perraudin, de 2 mètres par 1 mètre. Il me dit, bah non, on peut pas, nous, parce que notre carrière, on extrait comme ça fait des petits blocs, et on peut retailler à les maximum 1,50 m. Donc on est parti sur un module qui fait 1,40 m par 35 par 35. Et à partir de là, donc, on a tout dessiné le bâtiment, qui est un bâtiment très modulaire, avec un cercle parfait, avec 32 blocs, qui s'empilent, qui se décalent d'une demi-largeur. Il y a 10 assises de 35 cm, ça nous fait 3,50 m. Donc c'est très symétrique. Et c'est un bâtiment avec donc une enveloppe en pierre. Chez nous, bien sûr, on isole. Hein, on ne peut pas se contenter d'un mur de pierre sans isolant, sinon on meurt de froid. Donc une boîte en bois un peu qui se glisse dedans, et avec un isolant en laine de bois, et à l'intérieur, pas de placo, et que du matériau bois qui vient nous créer une toute autre ambiance à l'intérieur, un chevronnage, un toit plat, le toit plat avec ses défauts, polystyrène et membrane, hein, j'avoue. Hein. Donc c'est pas tout à fait parfait, mais il y avait quand même sur l'idée d'avoir une filière bois assez poussée. Alors voilà, ça c'est les étapes de la pierre, c'est une extraction avec de la dynamite, hein. Eux ils font comme ça, ils font des petits trous, ils dynamitent, ils ramènent à l'atelier qui est un peu plus loin et ils coupent les blocs qui étaient tous identiques. Une mise en œuvre comme ça avec aussi une entreprise, c'est un type d'entreprise où c'est un maçon classique de parpaing et de béton qui avait racheté cette carrière, donc c'était parfait parce qu'il pouvait fournir et poser. Et il nous a fait une pose assez simple, mais très propre avec son équipe. Et ensuite, donc un intérieur bois.
Et le bois, c'est sur ce projet qu'on a cherché à pousser parce que je ne l'avais pas anticipé, mais c'est le Charpentier qui sont une jeune entreprise qui s'appelle Il était un arbre, qui avait envie de jouer le jeu un peu de la fourniture locale maximum. Pas total, mais maximum. Et là, on s'est aperçu donc qu'on pouvait quasiment tout faire en bois massif et qu'il y avait différentes scieries qui fournissaient le bois. Par exemple, une scierie qui a fourni le parquet chêne, un peu dans la plaine, une scierie plus spécialisée en structure d'épicéa, une autre qui était compétitive sur la planche, une autre pour le bardage mélèze là où on en a, une autre pour je sais plus, pour les fenêtres. Et donc on a compris que notre territoire, on avait des fournisseurs un peu différents. Ah oui, peut-être sur la pierre, on a aussi compris que la pierre, cette carrière, elle était capable de nous fournir différents produits. Donc la pierre massive, le pavé fendu et de la pierre qu'on a mis au sol dans l'entrée en 4 cm d'épais. Et donc on a fait une petite carte pour un peu positionner tous ces fournisseurs dans un rayon de, je ne sais plus, 50 km ici. Et donc on a le bâtiment. Alors, chose classique, c'est les entreprises. Quasiment toujours, elles sont assez proches, les entreprises. Mais là, on pouvait un peu localiser nos fournisseurs, nos scieries, notre carrière, même notre fournisseur d'isolant, parce qu'on a du Pavatex à Épinal, en laine de bois. Mais voilà, c'était une première approche sur les cartes. Alors, je continue sur un autre projet qui nous emmène maintenant... Là, on était à l'est, dans les Vosges. Maintenant, on part dans la Meuse, dans un autre type de territoire. C'est plutôt un territoire de pierre calcaire. Et là, on fait une extension d'EHPAD. Alors, c'est pas là, ça a dû se décaler, mais c'est ça, c'est ce petit rectangle-là qu'on a étendu de tout ça. Et c'est un projet où la maîtrise d'ouvrage nous avait dit au début je veux bien du bois, mais pas en façade. Ça grise, c'est pas beau, on veut pas de bois en façade, par contre vous pouvez faire une structure bois. Et on avait un budget qui n'était pas non plus énorme sur ce projet. Donc on a fait un bâtiment très rationnel, un grand rectangle, toiture régulière, avec juste une partie plus généreuse sur la grande salle d'activité. Ça c'est une extension de maison de retraite, c'est pas des chambres, c'est que des petites salles d'activité pour les résidents. Et là, la grande salle qui finit sur une terrasse et une belle vue sur le paysage. Et on a travaillé donc quelque chose très tramé sur la trame d'ossature bois de 60 cm. Et notre idée, c'était, enfin déjà là, des photos de l'intérieur, donc qui montrent la présence du bois avec une charpente à décalage, avec des petites fermettes toutes les 60, mais des fermettes sur mesure qu'on a dessinées qui forment un peu la charpente. Et ensuite, le sujet, c'était sur les façades, c'était comment on peut... on s'est dit, on va mettre de la pierre en façade sur un bâtiment bois. Et ça, c'était tout un défi, parce que c'est contre nature aujourd'hui, parce que la pierre, aujourd'hui, donc pelliculaire, hein, pierre fine, il y a deux manières de la poser, c'est soit on la colle, soit on la graffe. Quand on la colle, c'est bien sûr sur un bâtiment inerte en agglo ou en béton, et quand on l'agrafe, c'est aussi valable que sur ces bâtiments-là. Et les systèmes d'agrafe, ça prend la pierre dans la tranche pour disparaître avec des petits trucs inox qui coûtent la peau des fesses et qui demandent une mise en œuvre très longue, et ça finit à 250 € minimum du mètre carré. Donc on s'est dit, on va prendre les choses différemment, on va inventer des espèces de cadres en bois qui prennent la pierre, mais de manière plus robuste, et qu'on voit du coup, et qui viennent prendre la pierre tous les 60 cm. Un peu comme des glissières, et on vient mettre la pierre donc tenue entre deux tasseaux sur une structure rapportée en bois et fixée à l'ossature tous les 60. Et donc ça a été toute une aventure. Sur le papier, ça marchait bien. Le contrôleur technique nous a demandé un ATEX. Alors, on parlait d'ATEX cet après-midi. Oui, on aime bien les éviter, mais là, on a eu besoin d'en faire un. C'était long, c'était lourd, mais ça nous a quand même appris beaucoup de choses. On a dû faire des tests de résistance de notre procédé pour voir comment ça tenait. La pierre s'est avérée un peu fragile, on a dû augmenter de 3 à 4 cm, on a même dû mettre un peu de pierre de Bourgogne en plus de la pierre de Meuse, parce que la Bourgogne est plus dure, donc sur les zones sollicitées c'est en Bourgogne, et puis le reste c'est en pierre de Meuse. Mais bref, on a réussi à mener cette petite recherche qui nous a permis d'avoir un bardage à 170 € du mètre carré, ce qui reste assez raisonnable.
et ce qui pourrait même redescendre vu la rapidité de mise en œuvre. Et voilà. Et voilà ce petit bardage qui démontre aussi d'une espèce de niveau d'ingénierie et d'expérimentation pour utiliser du matériau biosourcé géosourcé dans d'autres manières de faire. Et on dit très souvent que cette recherche, donc avec un ATEX de type B, on est tout à fait ouvert à partager grandement pour peut-être permettre à d'autres projets de se faire avec cette technique et peut-être avoir une simplicité et un ATEX de type C qui est beaucoup moins cher parce qu'il y a déjà une réalisation. Et je pense que les archis doivent collaborer sur ce type de recherche. Voilà. On quitte la Meuse pour aller en Moselle sur un projet de groupe scolaire qui se situe en périphérie en fait, du village de Val-et-Berzin. C'est intéressant, en fait, on a beaucoup dans notre région de regroupements de communes. Là, en fait, c'est au total 7 communes qui se sont regroupées pour faire une école. Et chacune avait une salle de classe. Et aujourd'hui, chaque salle de classe de chaque commune a été restructurée, réaménagée en un autre projet, en fait. Donc c'est intéressant. Ça permet une mutualisation aussi des moyens et des économies de fonctionnement assez importantes. Donc c'est une école qui s'installe vraiment en périphérie de village, qui compte au total 9 salles de classe, un réfectoire, un accueil périscolaire, et qui va rechercher un petit peu, comme ce que présentait Christophe, l'économie de matière. Parce que là encore, le maître d'ouvrage nous a dit, moi votre façade bois, parce qu'on avait dessiné tout bois au départ, je préférais qu'on ne soit pas en bois, parce que le bois, ça grise, on l'entend souvent. Et donc l'idée là, c'était de proposer une façade qui présenterait une économie de moyens en mettant en œuvre, ça je reviendrai après dessus, le matériau, le métal en fait, de la tôle d'acier, parce qu'on est à proximité de Florange qui a fermé en 2012, mais qui continue en fait malgré tout de produire des bobines d'acier laminées. Et là l'idée c'était de diminuer au maximum l'épaisseur de l'économie de matière d'acier, c'est-à-dire qu'on est avec des plaques d'acier de 3 dixièmes au lieu de entre 5 et 9 dixièmes pour des bacs acier classiques, qui sont parclosés par des montes en bois, comme vous voyez ici. C'est un peu près le même système en fait, que ce que Christophe présentait juste avant, sauf qu'on est avec de la tôle, donc on est sur un bardage beaucoup moins lourd, sur quelque chose de très fin, et qui présente aussi un gros avantage, c'est que on a une surface complètement blanche, donc un indice en fait, de réflexion solaire qui est entre 80 et 90, donc qui donne au final un bâtiment, de par son orientation également, et qui joue en la faveur d'avoir un bâtiment qui a un comportement thermique d'été qui est très très performant. Et l'autre point aussi, c'est que ça nous permet d'avoir cette vibration sur le bâtiment. Quand on est de deux côtés, on a un bâtiment bois, malgré tout. Et quand on est en face, on a un bâtiment en métal. Voilà. Et ça c'est marrant. Et autre point qu'on a développé aussi sur ce projet, c'est la préfabrication. L'idée, c'était de supprimer au maximum les plafonds acoustiques, par exemple, les plafonds placo, etc. Donc on a imaginé une charpente qui, vous voyez là ici, il y a une livraison de grands éléments de charpente qui se compose de chevrons. On a directement un panneau en fibralite, donc de la fibre de bois, et puis un isolant juste au-dessus, et le panneau bois support d'étanchéité. Tout ça est livré directement fini, et après ça forme directement la salle de classe telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fois que le toit a été posé, on n'avait plus que les cloisons, entre guillemets bien sûr, à mettre en place. Ça a permis d'avoir un chantier aussi assez rapide. C'est ça aussi qui va participer à une certaine économie, l'économie de temps, de matière, donc avec le bardage, et tout en qualifiant vraiment bien les différents espaces. Donc là, vous voyez, on retrouve ce jeu de bardage
Et on va retrouver vraiment cet élément un peu partout dans la cour. Et ça nous permet aussi de camoufler tous les éléments techniques. Par exemple, ici, dans le bardage, on a cette grille. En fait, c'est la centrale de traitement d'air. On a une centrale de traitement d'air par salle de classe qui est autonome. Pour justement éviter d'avoir les grandes gaines. On a une qui est ici dans le réfectoire. Mais après, dans l'ensemble du projet, on n'a aucune gaine de ventilation. Tout se passe par salle de classe. Donc c'est une réponse technique pour aussi aller vers une mise en œuvre architecturale qu'on souhaitait. Et ça répondait aussi aux attentes du maître d'ouvrage sur la question de la ventilation et de ne pas avoir d'air qui passe de salle en salle. C'était le moment du Covid, etc. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient là-dessus, donc il était vraiment rassuré sur le principe qu'on a mis en place. Voilà. Alors, un autre projet où là, on est à côté de Metz, en banlieue de la ville de Metz, un petit village qui s'appelle Ancy-sur-Moselle, et qui est un village assez beau, viticole d'ailleurs, et qui se trouve au bord de la Moselle. Et la commande, c'était une halle et un jardin et un grand parc public. C'est une halle de 800 mètres carrés, multifonctionnelle réellement, parce qu'elle doit accueillir la fête du village tous les ans, qui s'appelle la fête du canard, et avec la petite fête foraine à côté. Elle doit accueillir des spectacles, des marchés aussi, marché au vin, marché local, et du sport, et beaucoup de sport, notamment du volley, et c'est pour ça qu'il fallait une certaine hauteur sous plafond dans cette halle. Pour la dessiner, on a travaillé en maquette, on a réfléchi à une structure de tétraèdre, des structures constituées de triangles qui nous permettent d'avoir un tétraèdre poteau, un tétraèdre poutre, et d'avoir, ça c'est des choses qu'on aime bien, c'est cette prolongation de structure où on ne sait plus faire la différence entre le poteau et la poutre, où on a une espèce de continuité. Avec une structure aussi qui s'auto-triangule, un peu comme le préau de Bertrichon que j'avais montré avant. Il y avait, avec ce système dense et les petites cales, les petits écarteurs qui sont positionnés sous forme d'une triangulation, on n'a pas besoin de rajouter aucun tirant ou aucun panneau pour refaire une triangulation. Et ce côté aussi de s'affiner en pied et de s'affiner en tête, ça nous donne un dessin assez aérien, qu'on compense par un épaississement et donc un encastrement au niveau du Rhin ici. Ce bâtiment, donc au début, nos premières idées, c'était de se dire, on fait une structure avec des arêtes peut-être en bois massif, assez fines, et on se sert du remplissage en planche pour contreventer ces faces et créer un système rigide. Au final, c'était pas si simple que ça, et donc on a dû aller vers une structure plus classique, c'est-à-dire une structure primaire autostable, avec des grands lamellés collés, et donc une structure en arête stable. Et ensuite, un habillage en planche qui n'a pas de rôle structurel, mais qui a un rôle important sur le côté ombrière, et aussi pour protéger notre couverture, parce que la couverture, par mesure d'économie et aussi de simplicité, c'est une petite feuille de polycarbonate, c'est une petite tôle ondulée en polycarbonate qui coûte vraiment pas cher et qui nous permet de faire venir la lumière de partout. Et donc ces planches, on a pu envisager une fourniture locale avec les bois de la commune. Et c'était une des premières fois où on mettait ça en place. Donc on avait fait cette démarche où la commune a un responsable forestier qui dialogue avec quelqu'un de l'ONF. Ils vont en forêt, ils distinguent une ressource. Là, c'était du pin noir. Moi, j'avais jamais utilisé de pin noir. Mais là, ça s'y prêtait bien. Puis on a une structure où tout est protégé de la pluie et où c'est très ventilé. Et ça, c'est assez favorable. Pas besoin de séchage de bois et on peut faire ça simplement. Donc 100 mètres cubes de pin noir ont été coupés et ont été sciés dans une petite scierie située non loin du village qui a pu débiter uniquement le même module de planche de la 15 par 3 en longueur 4 mètres. Et ensuite, les charpentiers ont pu faire tout cet habillage ici
Et voilà, et faire cette structure qui est une géométrie structurelle simple et qui, pour nous, représente de belles architectures. Il y a un côté programmatique qui est intéressant sur ce bâtiment, c'est que toute la couverture redescend à 3 mètres et tout autour, en pourtour, on a des crochets tout autour qui permettent à la commune d'accrocher quelques fois dans l'année des bâches qui viennent complètement fermer le pourtour et qui la transforment vraiment en chapiteau protégé du vent. Et ça donne un programme intéressant, quoi, hein. Ça change les usages possibles quand on se protège du vent. Et voilà, c'est un peu une manière de se dire on peut avoir une salle des fêtes qu'on n'utilise peut-être pas toute l'année, mais une bonne partie de l'année, pour différentes activités et qui coûte beaucoup moins cher qu'un bâtiment isolé. Ça, on l'avait sorti à 500 € du mètre carré, à l'époque où le neuf coûtait plutôt aux environs de 2000. Enfin, le neuf isolé fini coûtait plutôt aux environs de 2000. Voilà. Et ensuite, de ce projet a découlé le projet du gymnase Jean Lamour. Et c'est vrai que par rapport aux différentes structures que ça fait présenter sur les halles de Bertrichamp ou sur les halles de Ancy, le gymnase Jean Lamour qu'on va vous présenter, c'est un des premiers bâtiments finalement qui est un établissement recevant du public de 5e catégorie avec un grand franchissement et qui est un bâtiment fermé, chauffé et avec un travail sur cette question de la charpente. Qui du coup renferme quand même pas mal de contraintes supplémentaires par rapport à un bâtiment qui est un bâtiment ouvert en fait sur l'extérieur. Et voilà. Une vue sur cette charpente. Alors l'histoire, donc comme le dit Christophe, ce projet est arrivé dans la continuité en fait un peu des projets qu'on vous a présentés précédemment. On n'a pas forcément fait une classification chronologique des projets dans la présentation, mais il s'avère que dans la démarche un petit peu logique de ce qu'on met en place à l'agence, ça s'est fait assez naturellement. L'idée de ce projet, c'était de travailler sur une charpente qui est capable de franchir 24 mètres. En fait, le gymnase, c'est une boîte qui fait 36 mètres de long, donc 36 mètres de long, là on est sur la longueur, par 32 mètres de large, et le volume fait entre 10 et 12 mètres de haut. Voilà. L'idée, c'était d'avoir, avec cette charpente, un travail sur des sections de 80 par 200 mm récurrentes, et une charpente qui est dessinée sur un pas de 2 mètres. C'est-à-dire qu'on a 2 mètres à l'horizontale, 2 mètres à la verticale, et puis après des croisements qui viennent moiser en fait, ces entrées, etc. Le tout assemblé au niveau de ces nœuds. Donc, chaque nœud est composé de 7 épaisseurs de bois massif. On est sur du bois donc, massif, mais qui n'est pas transformé, donc qui est vraiment issu directement de la scierie. La scierie dont on parlait tout à l'heure, la scierie Mandray, qui a fourni l'intégralité du bois de charpente en fait, de ce projet. Et on a uniquement des poutres, enfin des poteaux en lamellé collé. C'est les seuls éléments qui sont en lamellé collé en fait, du projet. Donc là, vous voyez, c'est les arbres avant, enfin les grumes avant traitement dans la scierie Mandray. Vous voyez ce dessin. Alors, le projet s'inscrit dans une pente. On a un terrain en pente, une structure béton qui renferme les vestiaires, qui en même temps tient les terres, assoit le bâtiment dans la pente. Et sur ce socle béton vient se poser la charpente bois. Donc la charpente qui vient couvrir la salle de 24 mètres de large, donc la salle principale, et à l'étage, on a installé 2 salles complémentaires. À la base, dans le programme, seulement une salle était demandée, et de par la volumétrie en fait, qu'on avait mise en place, on a proposé dans le concours de donner une salle supplémentaire. C'est-à-dire que dans la conception du projet, finalement, ça ne coûtait pas forcément beaucoup plus cher, si ce n'est le prix du revêtement de sol, de mettre en place cette salle, donc ce petit dojo. Et donc les éléments de charpente ont été préfabriqués en atelier chez l'entreprise Lebras, qui est basée à Jarny, dans le 54, et livrés en camion, convoi exceptionnel, entre minuit et 3 h du matin, et assemblés pour partie sur site. Donc au départ, c'était sur vraiment la parcelle, puis après sur le terrain de basket à côté, parce qu'à un moment donné, on est sur un terrain qui est vraiment très limité, donc on n'avait pas la place du tout pour lever l'ensemble.
Le bâtiment vient cadrer sur ces 4 façades, en fait, vient cadrer 4 éléments majeurs du site. On a en contrebas le Mémo, c'est un site d'art de la rue, donc art du cirque, etc. Donc, qui établit un lien, ce châssis établit un lien direct entre la salle d'évolution et puis le grand paysage et le Mémo. Et puis on a quelques gradins ici, gradins pour accueillir 80 personnes à peu près. Et ces gradins sont réalisés également en planches. On n'a aucun panneau de 3 plis en fait. Le menuisier a vraiment joué le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a acheté ces planches, il les a rabotées et mises en œuvre de sorte à faire ces locaux de stockage que vous avez ici, le faux plafond, les gradins, les bancs, enfin bref, tout est vraiment réalisé par le menuisier. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que ça me permet de rebondir un petit peu sur les fiches ART. Alors on n'a pas fait de fiches à l'époque, mais toujours est-il que le menuisier pour ce projet a embauché 6 personnes, parce que pour le volume, pour le coût de départ, en fait, argent qu'il aurait mis habituellement dans l'achat de panneaux, ben finalement il a acheté de la main d'œuvre. Et ces personnes, sur les 6, il y en a 4 qui sont restées à la menuiserie. Et on avait fait le calcul, à l'échelle du projet, c'est près de 200 000 € qui sont réinjectés directement dans le territoire en achat de bois, uniquement. Donc c'est vrai que ça illustre vraiment très très bien la notion de faire vivre un territoire à travers une volonté d'utiliser un matériau local, en l'occurrence ici le bois. Et ce travail aussi en façade qui fait écho à la charpente à l'intérieur et également au projet bois-métal en fait, dont on parlait tout à l'heure, le projet d'école, avec cet effet de fond blanc sur lequel vient se dessiner un maillage de bois et cette vibration en fait, qui se crée en fonction des points de vue et en fonction de comment vous abordez la volumétrie. Ensuite, un projet de réhabilitation au cœur d'un village qui s'appelle Liffol-le-Grand. Là, on est dans les Vosges, plaine vosgienne, sud-est. Et c'est rénovation d'une ferme de village, une ancienne ferme de village qui avait déjà subi de multiples transformations pour faire une maison médicale. Sur les multiples transformations qu'il y a eu, ici c'était devenu la petite caserne des sapeurs-pompiers qui avait été pas mal modifiée, donc on a démoli la partie là et on a rénové celle-ci. Donc on l'a démolie, on a reconstruit cette partie. On a fait un projet qui s'organise un peu en 3 tranches. Une tranche vitrée pour circuler et entrer, et pour entrer de 2 côtés, parce que là on est sur la rue principale et là on est sur une place, donc on voulait une maison médicale qui s'ouvre sur 2 côtés, et là reconstruire cette partie-là et rénover celle-là. Voilà, et à l'arrière, il y a aussi le projet d'une petite halle, mais vraiment toute petite de, je crois, 100 mètres carrés, qui permettent de stationner quelques véhicules à l'abri et aussi une demi-journée par semaine accueillir 3 étals ou 4 pour un petit marché du village. Et la partie qu'on a reconstruite, enfin Liffol-le-Grand, déjà c'est un village particulier, c'est un village où il y a une histoire très forte sur la menuiserie en chaise. La menuiserie de meubles. Ce territoire, c'est très connu, il y a plein de fabriques, ils ont même comment ils appellent ça? C'est pas un AOC, c'est un AOP. Un AOP sur la chaise de Liffol. La chaise liffoloise. La chaise liffoloise. Et donc, quand on fait de la menuiserie, on utilise du feuillu et il se trouve dans un territoire de feuillu. Donc on s'est dit que pour le bâtiment qu'on allait rénover, on allait faire une charpente en feuillu, donc en chêne. Et c'est une des premières charpentes qu'on ait fait en feuillu, avec donc du coup des petites longueurs. Hein. Le chêne c'est plutôt en petite longueur, des poteaux qui peuvent être plus fins qu'en épicéa parce qu'il est plus costaud. Mais donc on a dessiné cette petite grille comme ça. Et ensuite, là où il y a le grand vide qui donne sur la travée vitrée, il y avait besoin de faire des garde-corps à tous les étages sur les salles d'attente. Et là, on a dessiné un petit maillage de garde-corps qui vient se greffer dans la structure chêne et qui est tout simplement une déclinaison
du canage. Le canage, c'est ce qu'on connaît tous sur les chaises tressées. C'est cette manière de tresser en 4 directions et avec une petite subtilité, c'est 2 brins verticaux, 2 brins horizontaux et les diagonales. Donc on a repris exactement ce dessin qu'on a grossi et on a fait ces petits claustras qui sont des lattes d'épicéa qui sont en multicouches. En 4 couches et qui viennent se glisser dans un cadre en chaîne. Ce qui est un peu aussi le cas d'une chaise qui est en bois dur avec cette structure souple à l'intérieur. Et c'est vrai que là aussi on a compris un peu ce qu'on voyait sur les charpentes du gymnase Jean Lamour, c'est que oui, une poutre massive c'est très costaud, mais quand on fait aussi des structures multidirectionnelles qu'on vient toutes fixer ensemble, à la fin on fait un système contreventé qui est intéressant et qui a plein de vide, donc moins de matière et qui a des jeux de lumière qui peuvent être assez intéressants. Donc voilà, le dialogue des bois, aussi le chêne qui est plus vivant, qui se fend, qui bouge un peu, et ensuite les cadres en lamelles d'épicéa qui viennent se glisser dedans. On se dit que ça pourrait être une structure de poutre, clairement, avec cette finesse-là, une membrure haute, membrure basse, un cadre, et ensuite on vient mettre ça à l'intérieur, ça nous fait l'âme de la poutre, et ça a une rigidité. Peut-être des choses à redévelopper. On l'a déjà reproposé une fois en concours perdu, mais on garde ça en tête, de redévelopper avec cette finesse-là. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails, enfin on ne rentre pas globalement dans les détails du projet, il y aurait 1000 autres choses à raconter, mais on essaye de zoomer aussi sur des choses comme ça. Voilà, je te passe la parole pour le prochain projet. Et oui, sur le projet d'avant aussi, il y a un point important, je trouve, c'est la décision du maire d'installer une maison de santé en centre-bourg. Ça, c'est un point, je trouve que c'est un gros engagement, parce que c'est vrai que trop souvent, les projets de maison de santé se retrouvent en périphérie pour des facilités d'accès à côté d'un rond-point. Là, le maire, non, il s'est dit, j'ai un bâtiment en face de ma mairie qui est dans un état lamentable, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et ça participe clairement à redynamiser, vraiment à relancer le centre-bourg, et qui dit centre-bourg dit aussi toute une partie du village et voire un territoire. Donc c'est vrai que ça a commencé à être dit tout à l'heure, les élus ont un rôle essentiel en fait dans le maillage en fait de notre activité, et cette décision-là, je trouve que c'est vraiment à souligner. Voilà. Alors, pour ce projet, exceptionnellement, on sort de Lorraine, on va dans le Puy-de-Dôme. C'est le projet qu'on a fait, qui est le plus loin de chez nous, en fait. Voilà. Bref, c'est une longue histoire. C'est sur cette parcelle qui se trouve, qui est logée entre un tissu pavillonnaire et puis des grands bâtiments que sont un collège, un gymnase, un stade, etc. Et donc il y avait ce reste foncier ici que la mairie a proposé pour installer une école, puis à terme un EHPAD et à terme encore un site d'accueil pour les gens du voyage. Voilà. Donc, et nous, on a été missionnés pour faire l'école. Alors, Maringues, c'est une petite commune dans le Puy-de-Dôme qui compte 3000 habitants et qui a une histoire passée autour de la tannerie. C'est pour ça que cette école, elle a été appelée, ils l'ont appelée école au fil du temps, TAN. Alors bon, je disais au maire, attention au jeu de mots, parce que les enfants derrière, quand même, c'est pas forcément très judicieux. Donc, bref. Donc c'est au fil du temps. Et les tanneries, c'était vraiment le bâtiment majeur en fait de la ville, un bâtiment construit en bois, en terre cuite, et avec aussi des remplissages en torchis. Donc là, l'école, le porche d'entrée, mais je vais en reparler un petit peu après. L'école s'organise sur cette parcelle. On l'a installée de sorte à être en point de contact direct sur la rue, et puis libérer donc une grande parcelle au nord pour installer un EHPAD, et puis une autre parcelle en lien avec le collège pour accueillir des gens du voyage et pour faire une jonction entre l'école, pour les circulations piétonnes en fait, entre le centre-bourg,
entre l'école, le centre-bourg et le collège. Donc le bâtiment s'organise en 3 parties. C'est comme sur un modèle de Chartreuse en fait. C'est-à-dire qu'on part du privé, c'est-à-dire que les salles de classe, vous allez comprendre, je vais vous expliquer, jusqu'à aller vers l'intérieur, donc en périphérie le privé, la partie la plus privative, jusqu'à aller à l'intérieur sur la partie les espaces partagés en fait, donc que sont les cours. Voilà. Donc c'est un plan très très clair en fait en termes d'organisation. On rentre à ce niveau, sous le porche, face à un patio. Les locaux communs à l'école maternelle qui s'organisent ici autour de cette cour et l'école élémentaire qui s'organise elle au nord. Les locaux communs donc, se développent autour du patio et la partie liée à l'accueil périscolaire elle se situe à l'est du projet. Donc l'histoire de ce projet, c'est aussi quand on est allé sur site. Christophe parlait tout à l'heure des publications qu'on est amené à voir. On allait dans la mairie et il y avait une publication d'une revue de Fibois, donc le Fibois local, et en gros ça titrait « Que faire de nos sapins pectinés ?» Bonne question. Et en fait on s'est dit que faire de nos sapins pectinés? Nous on sait ce qu'on va en faire une école. Et on a creusé un peu cette question, on a posé la question à notre bureau d'études, qui est le bureau d'études Sylva Conseil, qui est basé à Clermont-Ferrand et également à Paris. On lui a dit, mais pourquoi on ne construit pas en sapin blanc? Il nous dit, pour des raisons d'exploitation en fait, de la filière, parce que c'est des gros arbres, et on ne peut pas, avec les scieries classiques, où c'est très peu en tout cas le cas, on ne peut que très peu les exploiter. Ce qui est dommage parce qu'effectivement ce sont des gros arbres, donc ça permettrait aux forêts de se développer sur le long terme, aux petits de repousser, etc. Donc il y a vraiment un intérêt à abattre en fait ces grands arbres. Et on lui a demandé mais structurellement, il dit structurellement c'est super, il n'y a aucun problème. Donc on a dessiné toute la charpente de cette manière-là. Et dans les critères en fait, de l'appel d'offres, on a vraiment précisé l'essence en fait, de la charpente. On a poussé un petit peu le vice à mettre du sapin partout en fait, sur les parois aussi intérieures, les doublages. Après on a utilisé un autre bois qui est très très présent dans les forêts locales, donc plutôt dans le Livradois Forez, qui est le hêtre en bardage, qui est très peu utilisé en bardage. Et ça, je vais vous montrer après. Et troisième élément, c'est un élément constructif dont on a parlé tout à l'heure, la terre. Il y a énormément de constructions en pisé en fait, dans le Puy-de-Dôme. Il y a beaucoup de fermes qu'on peut voir comme ça, avec des enduits qui sont tombés, des maisons en train de s'effondrer. Donc on s'est dit, s'il y a historiquement des constructions en pisé, la terre doit être toujours l'idée de matériaux de rencontre. C'est pas pour rien qu'on a des constructions en terre ici. La terre, elle est forcément propre à la construction. Mais on s'est dit, pour s'être déjà posé la question, construire en pisé dans une école un mur, là en fait on voulait que la paroi, cette paroi ici, qui vient border l'ensemble des salles de classe, soit face mur de masse, donc soit le mur en terre en fait, du projet. 700 mètres carrés. 700 mètres carrés en pisé, en gros aujourd'hui, le pisé c'est environ 800 € du mètre carré. Donc autant vous dire que le budget de l'école, on passait pas du tout, sans compter le temps de mise en œuvre du pisé sur un bâtiment pour lequel on avait deux... ouais c'est ça, non? Ça vous paraît cher? Ah oui, c'est énorme. Mais c'est très cher. Quoi? Le pisé? Les 800 €? C'est le prix là, non? Ah non, c'est beaucoup de travail. Ah oui, c'est beaucoup de temps. Non, on a des collègues qui construisent beaucoup en pisé et c'est entre 650 et 1000 €. C'est très très cher. Bref, c'était un aparté. Donc, on s'est posé la question de comment utiliser cette terre dans un mode constructif qui nous permettrait de répondre aux attentes de planning de cette école.
Et donc on en a discuté avec un copain archi aussi qui venait de faire un projet près de Thionville en terre coulée. Et donc on a pas mal échangé avec eux. Eux avaient déposé un ATEX en fait sur la question de la terre coulée. Ils nous ont donné toute leur littérature en fait là-dessus et on s'est dit que ça pouvait être la bonne solution. Donc on s'est lancé dans l'idée de construire ce mur en terre coulée. Terre coulée, qu'est-ce que c'est? C'est en gros n'importe quel maçon qui possède des banches, qui a l'habitude de faire du béton, peut couler de la terre. C'est-à-dire qu'on a une composition qui est majoritairement de la terre, à hauteur de c'est environ 96% de terre, issue d'une carrière à proximité, la carrière de Sarmentizon, qui est une carrière qui a 17 km, et un petit peu de gravat issu de l'excavation des fondations en fait, de l'école. Donc ce qui est assez chouette, c'est qu'on a deux types de terre mélangés, donc ça donne ces moirures au mur qu'on aime vraiment bien. On n'a donné aucune indication au maçon, en fait, parce que le maçon au début, quand on lui a dit qu'on allait faire ça, parce que lui, il a ramené une toupie sur place, et donc tous les maçons sur site sont mis à travailler à des... Ils le faisaient plus, ça. Ils nous ont dit, nous en fait, on fait plus ça sur place, on a l'habitude maintenant, on pose des murs préfa. C'est ça l'avenir. Et puis au bout d'une semaine, ils ont pris goût en fait à plus avoir de ferraillage à mettre en place, à retrouver un lien avec le matériau, parce qu'en fait dans ces murs il n'y a pas de ferraillage, on a juste des éléments verticaux pour des questions sismiques, vous voyez ici, qui sont reliés à la fondation. Et donc on leur a laissé toute liberté par rapport au mélange, c'est-à-dire que du jour au lendemain en fait ils ne faisaient pas les mélanges de la même manière. Quand je dis mélange, c'était le même mélange, mais ils ne mettaient pas la terre en fait, colorée au même moment, et ça a donné lieu à des dessins en fait, au fil de la déambulation du mur qui sont intéressants. Après la charpente bois, donc on voit ici les grumes de sapin, et ça donne des éléments de charpente en bois massif, donc que ce soit les poteaux, des sections de 160 par 160, et également les poutres, là c'est 200 par 160. Et donc on a un lien entre la teinte du sapin, qui est très claire, cette terre un peu colorée, donc ça donne une ambiance, une atmosphère en fait très très chaleureuse, notamment aux circulations de l'école. Et puis à l'intérieur, en fait, on a installé un plafond acoustique, donc uniquement en bois avec les planches de sapin. Au-dessus, on a une laine de roche qui nous permet de gérer l'acoustique et également la protection au feu de la charpente. C'est-à-dire que d'une contrainte de bureau de contrôle, on a essayé d'en tirer au maximum parti pour avoir le moins d'intervention possible, le moins de matériaux possible à mettre en place. Voilà. Et le bardage, donc c'est un bardage bardage hêtre. Donc le feuillu, c'est un bois qui est beaucoup plus nerveux que le résineux, donc qui se travaille plutôt en petites sections. Donc l'idée, c'était d'avoir des planches de hêtre. Donc, on a dessiné vraiment le profil du bardeau avec les légies, etc. Et c'est le scieur, en fait, le bardeur du charpentier qui a produit ça avec vraiment les bois issus de la forêt. C'est assez intéressant parce que le bardage, on l'a posé à la toute fin du chantier. Le chantier a duré plus de 2 ans. Donc ça a laissé le temps au bardeur de préparer en fait, les bois. Il y a le temps de séchage, etc. Il est thermotraité, non? Et, oui. Comment? Et il est thermotraité là. Ouais. Et on a positionné, un peu comme ce qu'on montrait tout à l'heure sur le projet de Vallée-Berzin et le projet de Vaucouleurs, des montants en Douglas en fait, qui viennent recouper ces lames de hêtre. Ce qui fait qu'on n'a pas trop l'impression d'avoir des toutes petites sections en fait. On a des planches de plein de tailles différentes, mais toujours des multiples de 30. Voilà. Ces rythmes en façade, c'est peut-être un héritage de Jean Prouvé, qui avait ces modules de 90 qui venaient très rythmés et créer une trame sur les bâtiments. Donc c'est peut-être un héritage d'anciens.
Ensuite, un autre projet, c'est une halle de marché couvert à Saint-Dizier, qui est un de nos projets les plus urbains et les plus, comment dire, publics, un peu, qui vient recréer vraiment un nouveau bâtiment public en cœur de ville. Et Saint-Dizier, c'est une ville un peu meurtrie de chez nous. C'est une ville, je ne sais plus combien il y a d'habitants, je dirais 10 ou 20 000. Une ville qui a énormément perdu d'industrie, qui avait beaucoup d'armées, mais la plupart aussi est partie. Il reste quand même l'aviation, mais ça reste un cœur de ville qui s'est beaucoup vidé. Une très grande cité périphérique de logements sociaux qui demande une grande rénovation aujourd'hui. Et puis des zones périurbaines énormes, des lotissements. Enfin voilà, c'est une ville qui est aussi dans le projet Action Cœur de Ville depuis quasiment 10 ans et qui rénove petit à petit son centre. Et le projet du marché couvert faisait partie de cette dynamique. Donc un marché couvert sur lequel au concours on propose un projet. Donc il fallait déconstruire un marché qui existait au même endroit mais qui était dans un très mauvais état, toiture amiantée, charpente en cornière. Donc il fallait le démolir et reconstruire un marché. On a proposé quelque chose, donc là on est dans la biorégion aussi de la Meuse. On est dans le territoire de calcaire, on borde la Meuse et tout est construit en pierre calcaire. Donc on a proposé un bâtiment avec de grandes façades en pierre et un intérieur bois, en disant qu'on joue une dualité sur ces deux matières, la pierre, le bois, et ensuite il y avait cette volonté de faire écho au savoir-faire de la fonte propre à Saint-Dizier pour toutes les structures intérieures, du mobilier. Ça a été un peu plus compliqué, j'expliquerai. Mais voilà, et aussi un plan et une typologie qui s'inspire d'architecture traditionnelle, c'est-à-dire les arcades, les travées longitudinales, latérales sur ce bâtiment. Et aussi, quelques mois avant, on avait rencontré une entreprise qui nous a un peu fait halluciner, qui s'appelle SNBR, qui est une entreprise de construction pierre qui se situe à Troyes. Et eux, c'est une entreprise un peu très particulière, parce que quand on va chez eux, ils sont dans une zone, là, en périphérie de Troyes, où il n'y a que des caisses en métal, et tout à coup, on arrive et on voit un bâtiment avec une arche en pierre magnifique, donc en pierre, un arc en pierre, et leur bâtiment, c'est 4 arcs en pierre, et ensuite des caissons ossature bois qui viennent couvrir, et une très belle structure mixte pierre et bois. Des arcs de 15 mètres de long, je crois. Et ça, je l'avais bien noté quand même dans un coin de ma tête, c'est qu'on a une entreprise pas loin de chez nous qui sait faire des grands arcs, qui maîtrise ça et qui sait peut-être même le chiffrer pour savoir si on fait fausse route ou pas. Donc j'avoue qu'en concours, j'avais passé un coup de fil pour savoir mais combien ça coûte tout ça, est-ce qu'on fait fausse route, est-ce que vous sauriez faire des arcs allant jusqu'à 25 mètres? Et donc on a eu des ordres de prix, on a répondu avec un chiffrage, et ensuite on a lancé un appel d'offres officiel sur lequel on a eu plein de réponses, mais de toute façon, vu que c'est un savoir-faire qui est assez peu maîtrisé et on n'a que quelques entreprises, peut-être même une seule qui avait les références en France, on n'était pas étonné de les retrouver pour le chantier. Donc c'est un bâtiment qui est constitué d'une enveloppe en pierre avec sur les façades longues des arcs. On a 3 typologies d'arcs, on a les petits, les moyens et les grands. Ils sont tous identiques pour avoir une standardisation des coffrages et de la mise en œuvre. Et voilà, on fait pour ça, alors même au concours, on n'avait pas osé rêver avoir une pierre locale, parce qu'on savait qu'elle était un peu chère, notre pierre locale. On avait décrit en pierre de l'Oise pour les remplissages et pierre de Bourgogne pour les chaînages. Et le projet avançant, faisant un peu parler, les gens des Pierres de Meuse nous ont dit qu'ils aimeraient beaucoup le construire. Et donc on a été regarder les carrières de Meuse. Donc ça, c'est les carrières de Euville, les grandes carrières de Meuse. Et ils ont 2 types de pierres. Ils ont une pierre très dure et de bonne qualité
qui vendent assez cher, et ils ont aussi une pierre un peu moins qualitative avec des petits défauts qui s'appelle la Euville Gévaux et qui pouvait rentrer dans le budget. Donc on a prescrit avec cette pierre-là. Avec la pierre, on peut le faire. On peut prescrire une pierre, chose qu'on a du mal à faire avec le bois, mais on peut prescrire, je veux de la pierre calcaire de Euville ou équivalent, mais vu qu'il y a des... Enfin, c'est même pas équivalent parce qu'il y a des types de pierres claires et il y a une dénomination pierre de Euville qui n'est pas la même que la pierre de Bourgogne, par exemple. Et donc on a construit comme ça. On était accompagné par Jean-Marc Veil, dont tu parlais tout à l'heure, qui est un ingénieur structure qui nous a beaucoup aidé. Et sur ce dessin, donc là on voit la mise en œuvre des grandes pierres du Grand Arc. C'est vraiment tous les savoir-faire des compagnons traditionnels qu'on remettait en œuvre sur un bâtiment. Et c'est vrai que c'était une étape complémentaire sur la pierre, c'est-à-dire qu'on avait construit un peu en pierre massive, et à un moment on sentait qu'on avait envie de pousser plus loin et d'aller rechercher ces savoir-faire propres, les arcs, et peut-être la stéréotomie en général. La stéréotomie, c'est l'art de faire des mises en œuvre d'éléments de structure ou techniques et qu'ils aient une géométrie un peu particulière, un peu expressive, mais qui ne soit pas de la décoration, qui soit vraiment dans des éléments structurels. Donc là, on est typiquement dans la stéréotomie avec ça, donc avec une partie fermée et isolée, et un grand auvent, un petit auvent, et le bâtiment qui se trouve ici. Avec des nuances comme des petites courbures ici pour favoriser l'encastrement des pierres. Ici, ça c'est des trous. Les trous là, c'est parce que c'est là où il passe l'axe pour porter la pierre qui se trouve au centre de gravité précis de la pierre, et ce qui permet à quelqu'un ensuite de pivoter la pierre très facilement et de la mettre parfaitement en place. Ici, c'est leur savoir-faire de taille pour ensuite couler le mortier qui vient se répandre dans les pattes de doigts, là, les pattes de canard, et qui vient créer le liant et qui vient compléter le mortier moins liquide qui est mis sur la face. Donc c'était vraiment toute une découverte de ces techniques de construction avec des culées en béton, des grands arcs. C'est des arcs qui sont vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire ils sont tout à fait autoportants, enfin il n'y a pas de tirant métallique dans cet arc-là. On a un tirant métallique un peu costaud qui est caché dans le sol et qui nous tient l'écartement entre les deux culées, parce qu'il y a une pression si forte qu'il faut ça, mais ici c'est des arcs traditionnels. Et ensuite les remplissages en pierre aussi. C'est un projet qui a subi des variations sur sa structure intérieure, parce qu'on était sur un sol complexe, notamment parce qu'il y a une rivière qui passe sous le bâtiment, là, une petite rivière qui passe en dessous. On avait aussi des caves anciennes voûtées, assez simples, mais dans lesquelles nichait une colonie de 150 chauves-souris. Et à cause de ça, on a eu impossibilité totale de mettre des fondations à l'intérieur du volume. C'est-à-dire que dans notre premier projet, on avait des poteaux bois ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui reprenaient la charpente et qui nous faisaient une charpente qui portait sur 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. Et puisqu'on pouvait fonder que en périphérie, et qu'on ne pouvait même pas fonder à l'intérieur pour porter notre dalle de sol, il a fallu inventer une structure complexe qu'on a vue avec Jean-Marc Veil. C'est une structure avec de très grosses poutres en charpente qui du coup suspendent. Donc nos poteaux sont devenus des tirants, et depuis notre charpente, on met en place des tirants qui viennent porter la dalle béton en bas, qui devait flotter au-dessus de la dalle ancienne pour ne pas avoir à creuser dans les caves. Enfin, une histoire un peu complexe, mais qui nous a donc demandé de supprimer la charpente bois et de la remplacer par une charpente métallique qui vient donc créer cette structure et qui suspend la dalle basse. On a quand même gardé le bois sur donc tout un dispositif de plafond avec tout un jeu de petits chevrons en pose ajourée qui viennent nous recréer une ambiance, qui viennent nous créer un jeu acoustique et qui viennent recréer ce dialogue entre les deux matériaux. Les chevrons, ils sont tous en bois massif, c'est des sections de 8-8 cm et ils ont tous des longueurs de 8 mètres.
Et ça aussi, c'est en fait facile de se fournir en longueur de 8 mètres dans des scieries vosgiennes. Ça, on l'a appris là aussi. C'est-à-dire que le mythe qui nous dit que le lamellé-collé, qu'à partir de 5 mètres, il faut construire en lamellé-collé, c'est pas tout à fait vrai. Quand on est sur des sections assez fines, on peut avoir du bois massif. Et c'est un bois massif même qu'on a accepté avec ses petits défauts, notamment les scolites. Chez nous, il y a beaucoup de forêts scolitées qui sont attaquées par des petits insectes qui assèchent les forêts. C'est un petit drame sanitaire dans le Grand Est, hein, on les voit, hein, ces forêts qui sèchent, et qui demandent à des forestiers de faire des coupes de forêt. Alors quand elles sont sèches, il n'y a plus rien à en faire, mais quand elles commencent à être attaquées, il faut tout couper rapidement pour éviter que ça se propage. Et on coupe des bois qui sont encore bons, où ils ont juste ce petit problème, c'est des taches, parce que le scolite a commencé à se développer, donc ça fait des taches noires ou bleues sur le bois. Mais ça n'affecte pas les propriétés structurelles. Donc là, typiquement, il y a plein de petites taches de scolite sur ces chevrons qui ne sont pas dérangeants dans ce type de mise en œuvre parce qu'ils se noient un peu dans le jeu des ombres et des lumières. Et cette géométrie, elle est héritée de la charpente qu'on avait dessinée, qui faisait écho au préau de Bertrichant que j'avais montré au début, qui était une charpente dense comme ça. Et donc là, on a ces plafonds qui s'abaissent, qui passent sous les poutres, qui remontent comme ça. Et là, ça n'est pas porteur. Ça n'est pas porteur. Ça n'est pas porteur. C'est une architecture de plafond qui nous a pas mal interrogés. Et en fait, qui fait aussi peut-être référence à ce qu'on voit dans les églises traditionnelles, c'est-à-dire que souvent les plafonds voûtés qu'on a, ou avec des belles ogives qu'on a dans les églises, en fait, ils ne sont pas porteurs de la charpente qui repose sur des fermes tradies, et on a donc un travail expressif en intérieur avec ces plafonds, avec des géométries d'ailleurs qui peuvent rappeler celle-ci. Et aussi peut-être comme le travail d'Alvar Aalto qui a fait de très beaux amphithéâtres avec des plafonds qui viennent créer certaines géométries pour des questions acoustiques ou des questions de ce type. Voilà. Pour continuer sur un autre projet en pierre, c'est une maison au centre-ville de Nancy. C'est un projet qui est en lien direct avec le projet du marché de Saint-Dizier. C'est une maison, comment dire, donc là il y avait l'idée de prolonger un peu cette recherche qu'on avait vue sur la stéréotomie et aussi sur l'économie potentielle de la construction en pierre. Donc l'idée c'était de faire une maison avec des murs en pierre les plus fins possibles. Donc on misait sur 20 cm d'épaisseur, un peu comme des agglos, on se dit on construit des murs en agglos, donc pourquoi pas en pierre. Et il n'y a aucune raison d'être toujours dans du 40 quand on construit en pierre. Surtout vu les prix de la matière, autant construire fin. Et donc c'est une maison, alors je vais peut-être déjà aller sur les plans. C'est une maison qu'on a dessinée du coup avec un plan très rationnel. On a 400 000 € de budget pour cette maison, ce qui n'est pas non plus un budget hyper modeste, mais qui est un budget un peu rationnel quand même pour une maison. Donc un plan très tramé, avec une façade avant avec 4 travées de porte-fenêtres, fenêtres, et à l'arrière une grande baie qui focalise sur un très bel arbre, bien un hêtre pourpre dans le jardin. Et il y a eu tout un travail sur cette maison avec un bureau d'études qui s'appelle Stono, spécialisé dans la pierre, justement pour réussir à faire des murs si fins que ça. Nous, on s'est rendu compte avec ces murs que quand on les a montés, qu'ils étaient tout seuls, quand on appuyait en haut, là, quand on les montait, ils bougeaient. Ils bougeaient de 5 à 10 cm. Enfin, c'était vraiment un peu inquiétant. Alors, le mortier allait sécher, certes, mais ça n'a rien à voir avec un voile en béton. Ça n'a rien à voir non plus avec un mur en parpaing où on a des chaînages tous les 2 mètres, des chaînages dans les angles. Donc, il fallait trouver des astuces. Et nous, on avait dessiné un plancher bois pour des questions de pont thermique, parce qu'on est en isolant par l'intérieur. Et donc, avec Stono, ils ont travaillé pour faire travailler le plancher bois pour créer un diaphragme intermédiaire et un diaphragme haut avec le chevronnage. Avec des astuces de liaison, là, il y a juste un petit chaînage béton qui ceinture toute la périphérie du bâtiment, qu'on voit ici, qui est coulé dans la pierre, qui doit faire 16 par 8, avec 2 ferrailles. Et ensuite, depuis ces ferrailles, on a des petites platines en acier qui sont fixées là, qui dépassent et qui sont fixées sur la poutre bois périphérique.
Et ça permet au plancher bois de devenir le contreventement. Et là, c'est pareil, sauf que là, c'est plus facile parce qu'on pouvait se poser sur la tête de la pierre. Et voilà. Et c'est une maison qui fait un petit peu écho aussi. Nous, à Nancy, on a l'Art Nouveau, on a des villas majorelles, tout ça. Et souvent, on entend dire « Ah, à l'époque, on savait construire, maintenant, on ne sait plus construire, comment ça se fait il y avait des beaux matériaux, des beaux artisans. » Mais il se trouve qu'une maison comme la maison majorelle, ou même d'autres maisons avec des moulures, des choses gravées ou quoi, si on faisait ça, et même à l'époque, les gens qui se payaient ça, c'était une certaine bourgeoisie quand même très haute, quoi. La villa majorelle, c'est certainement plusieurs millions d'euros. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un budget rationnel en introduisant un tout petit peu quand même de savoir-faire et de nuances architecturales, tout en restant dans un budget ciblé. Donc ici, voilà, il y a une grande baie. Et encore, elle est dessinée pour avoir besoin d'un coffrage que sur la partie haute, parce que là, on est sur des proportions très verticales qui n'ont pas besoin d'être coffrées, et c'est seulement à la fin où on a mis un coffrage. On a aussi des baies comme ça, c'est un autre type qu'on a découvert. Là, c'est de l'encorbellement aussi sans coffrage. Ici, c'est de l'arc en plate-bande, coffré avec simplement un madrier sur 2 étais. Et là, c'est du linteau simple. Et pour pouvoir aussi simplifier les menuiseries, on a vraiment joué le jeu de distinguer la couche de la pierre et la couche de l'isolation, isolant et fenêtre. Et les fenêtres sont droites, classiques, devant, derrière des baies qui sont, elles, avec des formes un peu particulières. Donc ça nous crée un jeu aussi entre les différents éléments qu'on voit, je ne sais plus où on voit les intérieurs de baies. Voilà. Donc ça, c'est une maison qu'on vient de terminer. Voilà, là, on voit ce que ça donne avec ça. Les planchers où tout reste apparent. Ici, c'est des caissons où le panneau de sous-face reste apparent. On le scotche pour qu'il fasse part vapeur et on cache les scotch avec une petite planche. Et on n'a rien trouvé de moins cher pour faire une finition correcte et avoir besoin de rien mettre du tout. Voilà d'autres éléments, un sol en plaque de pierre, type carrelage, des ouvrages de menuiserie et ça j'avais déjà montré. Et aussi un travail intéressant sur le garde-corps. Ça aussi, c'était une petite idée que j'avais envie de faire depuis un moment. C'est qu'une des capacités du bois aussi, c'est la flexion quand il est en fine épaisseur. Donc avec une planche toute simple et assez fine, on peut faire ce genre de dessin. Et là, on a eu clairement aussi un bois très marqué en traces de scolite qu'on a assumé pleinement et qui participe un peu aussi au dessin et à la singularité de cet objet. Et sur ce projet, puisqu'on poussait un peu les métiers, les savoir-faire, j'avais fait ce travail de photographier chacune des équipes d'artisans en leur demandant d'être devant leurs ouvrages avec leurs outils dans les mains et de faire un petit reportage aussi des équipes, des savoir-faire. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a tout type de personnes sur un chantier et je pense que ça traduit la question des matières à rencontre. Et peut-être une notion qu'on appelle l'architecture à énergie humaine, qu'on avait développée avec Mathias Rollo. Mathias Rollo qui est un architecte qui écrit, qui est un penseur et avec qui on avait réfléchi à cette vision-là. Là, c'est les couvreurs avec de l'aluminium à joint debout avec pliage. Et voilà pour ce projet. L'architecture à énergie humaine. Et là, ça rejoint aussi la question des écosystèmes conviviaux, c'est que tout ce travail-là, il y a une écoute sur aussi, tout ça, là, les arcs, moi je ne les ai pas du tout dessinés tout seul, hein. Je les ai dessinés avec lui, c'est Sébastien Delia, c'est un compagnon tailleur de pierre, et on a retravaillé tout l'appareillage ensemble. Ce premier chiffrage, on était 20 000 € plus cher, trop cher, et grâce à lui, on a pu redescendre en mettant des arcs en plate-bande, en faisant donc juste un coffrage de la partie haute, et eux aussi, les charpentiers, on a vu plein de détails d'assemblage particuliers. C'est eux qui ont proposé ce type de matériaux, et ils ont dessiné une petite boîte à eau. Je trouve qu'à la fin, ça fait un projet où chacun a eu sa petite part de création et de dessin, et ça, c'est intéressant.
Alors, on passe sur un projet, on revient sur un projet public. Le siège intercommunautaire de Neuve-Maisons. Donc, c'est un petit peu un projet qui a été vu comme la maison des citoyens. Hein, c'est vrai qu'une intercommunalité, ça rassemble plusieurs villes, villages. Et l'idée de ce projet, c'était de mettre en place un bâtiment qui fédère, mais au-delà du bâtiment, qui fédère aussi en amont, qui fédère les énergies autour d'un projet commun, certes le programme de siège intercommunautaire, mais également, pourquoi pas, un projet commun autour d'une matérialité, autour de savoir-faire. Je vais y venir. Donc le bâtiment, vous voyez, il s'implante à proximité du canal ici qui longe Neuve-Maisons. Neuve-Maisons, c'est une ancienne cité, pareil que Florence, dont on parlait tout à l'heure, qui a été fortement liée à la sidérurgie. Donc un plan très très simple, un grand atrium central qui vient développer de part et d'autre, qui débouche de part et d'autre sur des bureaux, et on a un premier étage qui lui aussi dessert des bureaux. L'idée en fait c'était de mettre en place une structure bois, d'installer des murs de masse en terre, donc en l'occurrence des murs en briques de terre crue. Et vous voyez ces petits éléments là ici qui dépassent. Ça fait écho à un élément majeur de l'architecture lorraine qui est la flamande. Donc la flamande, c'est comme un puits de lumière. Les fermes lorraines en fait sont très très profondes, s'étalent vraiment dans la profondeur, et donc étaient créées des flamandes pour amener un maximum de lumière en partie centrale. C'est ce qu'on va retrouver aussi dans le Jura par exemple, qui s'appelle les tuées. Les tuées, c'est pareil, ces grandes cheminées sous lesquelles on faisait du feu, on faisait fumer aussi la viande, etc. Donc ce bâtiment fait également écho à cette part architecturale connue un peu de toutes et tous en Lorraine. Donc je vais essayer de faire vite le profil. Donc, donc le bâtiment, on fait écho, on a les références typologiques, j'en parlais, donc la flamande, et les matières et savoir-faire locaux, principalement le bois en l'occurrence, parce que la filière terre, avant ce projet, n'existait pas du tout. C'est-à-dire que c'est sur ce projet, en accompagnement avec Amaco, qu'a été démarré, amorcé en fait on va dire, une filière de construction en terre crue près de Nancy. L'idée c'était donc de fédérer l'ensemble des communes autour d'un projet, donc, en l'occurrence là, la réalisation de briques. L'idée c'était de faire vivre aussi le bâtiment avant même qu'il existe. Parce que vous savez, quand on parle d'un bâtiment, on se dit, ben voilà, on a pour projet, enfin le maire ou le président de la Comcom va dire, on a pour projet de faire tel bâtiment, mais il arrive 2, 3, 4, 5 ans après. Et là, grâce à cette intervention, donc à la réalisation de briques, le bâtiment commence déjà à exister dans l'inconscient collectif. Donc c'est un porteur très très fort en fait pour fédérer les populations. Il y a eu quelques essais de fait d'ailleurs pour écrire le nom des différentes communes dans les briques de terre, et ici Flavigny-sur-Moselle, donc c'est une des communes de l'intercommunalité, pour que ces briques après, une fois positionnées dans les murs, viennent scander les noms des différentes communes. Et ces briques ont été réalisées à base de terre qui ont été récupérées dans un rayon de 25 km. Et tous les matériaux ont été donnés, en fait, c'est des entreprises qui ont donné le matériau à l'intercommunalité. Il y a vraiment un élan très très enthousiaste en fait, autour de ce projet. Ça a donné lieu, donc, ce hangar en fait, dans lequel ont été réalisés les ateliers. Là vous voyez, il y a une présentation de comment caractériser la terre. Donc ça c'est des choses qui ont été faites avec Amaco, qui ont vraiment eu un rôle très très important dans la formation des personnels encadrants, notamment des ateliers de réalisation des terres. Des briques, pardon. Les briques, au total, c'est 18 000 briques qui ont été réalisées,
qui ont été réalisés à la fois par les élus, ça me fait penser un peu à ce que montrait tout à l'heure Dominique, où la sous-préfète, je ne sais plus ce qu'elle faisait, elle mettait de la paille en fait, dans le mur. Là, en fait, tous les élus de l'intercommunalité se sont rendus sur site, chacun a fait ses briques. Nous, on a fait des journées avec toute l'agence, plus d'agences de copains pour fabriquer des briques. Voilà, disons qu'à l'échelle locale, il y a eu un élan très très important. Les enfants venaient à vélo des différentes écoles faire des briques le vendredi après-midi. C'est une certaine fierté, en fait, on l'a vu lors de l'inauguration du bâtiment. On voit que chacun avait mis, pour le coup, c'était le cas, hein, de manière complètement littérale, sa pierre à l'édifice, en l'occurrence sa brique. C'est un chantier participatif donc, qui a été fait bien en amont du démarrage du chantier, parce que le chantier était prévu sur une durée de 1 an au total, et on avait besoin d'avoir des briques qui soient bien sèches avant la mise en œuvre, donc elles ont été faites bien avant et stockées dans ce hangar qui a été déconstruit. Et donc ces briques sont visibles, donc c'est les murs qui viennent border l'atrium de part et d'autre et qui viennent s'installer dans les caissons formés par les murs ossature bois que vous voyez là. Et le bardage extérieur, donc je ne m'étends pas trop sur la partie bois du coup, hein, parce qu'on a déjà parlé de bois pas mal. Le bardage extérieur est réalisé en Douglas pré-grisé avec un petit détail en fait, au niveau du soubassement pour justement venir ranger l'ensemble des brise-soleil, etc. Un projet qui s'inscrit un peu dans la continuité et de l'école de marins qu'on a vu précédemment et le chantier participatif de briques. C'est un groupe scolaire sur lequel on travaille actuellement qui va démarrer en chantier dans quelques semaines. C'est un groupe scolaire de 3800 m², c'est le plus gros groupe scolaire qu'on ait fait jusqu'à présent. Et qui lui aussi va comporter des parois briques. L'intérêt de la construction terre, en fait, c'est de ramener de l'inertie, parce que c'est vrai que la construction bois n'apporte que très peu d'inertie thermique au bâtiment. Et également, c'est un parfait régulateur hygrométrique. Donc il y a un vrai intérêt à utiliser la terre en fait, dans les bâtiments. Sur ce projet, la grosse difficulté était la topographie du site, parce qu'on est sur un terrain qui présente un dénivelé de plus de 9 mètres entre le point bas et le point haut. Et donc on a travaillé avec des paysagistes Sensomoto sur qu'est-ce qu'une cour aujourd'hui. Je vais juste sur ce projet vous parler des cours, je ne vous parle pas de tout le reste parce qu'on en a déjà parlé. Il y a un projet qui est très intéressant sur les cours. On a proposé au maître d'ouvrage que ces cours, au-delà du fait de les traiter de manière très paysagère, avec un jardin de pluie, une rampe pour l'accès au vélo, on a des petits toboggans qui s'installent dans la pente. Je vais vous montrer, par exemple ici sur ce petit croquis, on voit voilà, on a des toboggans dans la pente, des gradinages, etc. On a dit au maître d'ouvrage, mais c'est dommage d'investir autant d'argent dans ces cours pour qu'elles ne soient utilisées finalement que par les enfants, 2 fois 10 minutes le matin et l'après-midi, un peu entre midi et 2, et puis c'est tout. Il nous a dit, bah oui c'est vrai, eh ben, vous savez quoi, on va en faire des parcs. Donc il a pris le projet vraiment à cœur, et l'idée c'est que ces cours soient ouvertes sur les temps qui ne sont pas les temps scolaires. Donc le week-end, le mercredi après-midi, les cours seront ouvertes. C'est-à-dire qu'on a mis tout un dispositif de clôture en fait, qui vont permettre d'utiliser ces cours comme des parcs, avec un engagement de la mairie donc, de faire intervenir un agent communal pour ouvrir, fermer, etc. Donc je trouve que c'est vraiment, là encore, un engagement politique sur une proposition qu'on a pu faire qui va vraiment dans le bon sens, c'est-à-dire que peut-être qu'ils avaient un projet de parc à côté, ben finalement le projet de parc il ne se fera pas, ça sera autre chose, et le projet de parc ben, ce sont les cours. Et sur le toit de la demi-pension qui est ici, on a installé un potager. Voilà. Un potager qui lui aussi sera accessible aux habitants des immeubles en fait, qui sont juste à côté.
Voilà. Vous voyez là, ces cours en fait, donc ils s'installent dans la topographie avec des systèmes de récupération des eaux de pluie, des jardins de pluie, des noues périphériques qui viennent vraiment gérer l'infiltration des eaux pluviales. Il n'y a pas d'enrobé du tout en fait dans ces cours. On a vraiment fait en sorte de les traiter de la manière la plus environnementale possible. Et ce bâtiment de demi-pension sur lequel s'installe le potager qui vient faire soutènement par rapport à la différence de topographie. Et voilà. Un petit point de fonctionnement aussi intéressant, c'est on a proposé d'installer une salle complémentaire entre deux salles de classe, c'est-à-dire que la salle de classe ne fonctionne plus en tant que salle de classe, mais ça devient un vrai ensemble. C'est-à-dire que deux salles de classe fonctionnent autour d'une troisième salle de rencontre. Là encore, matière à rencontre. Donc on a une petite salle de 30 mètres carrés à peu près pour travailler en sous-groupe en fait et mener à bien des travaux communs par groupe de deux salles de classe. Voilà. Donc voilà, puis en fait, sur chaque projet on pourrait passer beaucoup plus de temps, mais on met en place le même principe pour les élémentaires aussi. Et vous voyez, on retrouve ce mur brique. Tac. Donc là, le petit croquis qui nous montre les différents matériaux qui sont mis en œuvre dans le cadre du projet, la structure. Et donc on a cette charpente en bois massif avec des entrées, parce qu'on avait vu que le projet de Maringue nous montrait que finalement des entrées de 13 mètres de long en sapin c'était possible, en massif, donc sans être en lamellé-collé. Donc on refait la même chose. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on se dit en mettant en place ce petit diaporama là, c'est que finalement on apprend vraiment de chacun des projets pour essayer d'améliorer la copie en fait de projet en projet. On essaye en tout cas. Voilà, donc dans les salles de classe, une ambiance de salle de classe avec un ensemble de hauts jours qui va nous permettre de ventiler naturellement aussi les salles de classe. Voilà. Et sur le projet d'école à Maringue, j'ai pas dit, mais on est en géothermie. Comme on est dans le Puy-de-Dôme, ça marche hyper bien. Le sol est très chaud. Voilà, puis je vais m'arrêter là et je vais passer la main à Christophe. Oui, juste le dernier projet, mais très rapidement, c'est une maison qui travaille un peu sur la question de la filière bois locale. Là, on avait appelé ça un peu la grange à habiter, vraiment sur un modèle très, très rationnel. Un peu, quand on ferme tout, ça apparaît comme une grange. Parce que les clients avaient été aussi open pour jouer le jeu de cette référence agricole qui nous permettait de tenir un budget assez tenu, hein, ça c'est 250 000 € hors taxe cette maison, et de pousser aussi la botte de paille. C'est un de nos premiers projets isolé en botte de paille et donc en structure bois totale. Il y a aussi en vernaculaire cette référence à cette petite construction qu'on a par chez nous qui s'appelle des chalots, qui sont des petites constructions bois, poteaux-poutres, et posées sur des petites pierres qui les relèvent du sol. Donc c'est un peu ce qu'on avait fait là, c'était l'idée d'être sur des fondations en blocs de granit et de venir poser notre projet bois dessus. Donc tout est en bois massif et de fourniture locale, c'est-à-dire que les sections de bois là, c'est du 6 par 36, les bottes de paille font 36, taillé en épicéa, en massif, sans recollage et tout. Donc ça c'est aussi du dialogue avec un scieur qui pouvait fournir ça. Et aussi un des éléments qu'on voulait remettre en cause, c'est l'OSB, c'est le voile travaillant sur l'ossature bois, et le remplacer par de la volige, donc de la simple planche posée en diagonale et qui vient contrementer ces éléments. Donc ça nous fait des éléments de mur qui sont uniquement en bois massif. Et ensuite, donc un bardage en Douglas, parce que chez nous c'est beaucoup le Douglas qui peut être mis en œuvre, en Douglas avec une finition brossée. Et à l'intérieur, ça aussi c'était une découverte, c'était de la volige en chêne, avec un dialogue avec une autre scierie sur... Alors le chêne c'est cher, certes, mais quand on dialogue un peu, ils ont des lots de planches qui des fois
qui jugent déclassé esthétiquement parce qu'il est trop abîmé, il est trop texturé selon eux. Et donc en dialoguant un peu, on peut acheter ces lots avec le menuisier et c'est donc un lot comme ça qu'on a mis en œuvre et qui nous permet de tenir un budget correct. On a une chape d'argile de chez Argilus en sol là, de 6 cm, donc posée sur bois. Et on chauffe avec... là aussi, on a un peu été contre la RE 2020. On a refusé la double flue. C'est une simple flue dans les pièces humides et on chauffe tout avec un poêle à bois. C'est aussi l'idée à un moment de se dire mais on peut faire aussi plus simple et avoir des systèmes plus rustiques et moins techno, quoi. Et cette grande baie, ça aussi, c'était une première, c'est du bois local. Parce que nous, on a plein de bois chez nous, mais tous nos menuisiers bois, ils achètent tous des carrelets qui viennent des pays de l'Est. Tout le monde fait ça, en fait. Tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la filière, elle est comme ça. Et après le Covid, il y a eu la période de pénurie qui a été une aubaine super parce que ça a un peu mis à mal les circuits de fourniture d'import, export. Et donc, ça, c'était plus compliqué. Et donc, on a pu redévelopper d'utiliser du carrelet. Alors, ça reste du carrelet recollé, il faut que ce soit parfaitement sec et abouté. Mais c'est fabriqué localement. Et aujourd'hui, on a identifié 2 menuisiers de fenêtres qui savent se fournir localement. Ils continuent à acheter dans les pays de l'Est. C'est un peu moins cher avec les pays de l'Est, mais on peut faire ça, c'est un petit peu plus cher. Et en fait, on a plein de clients qui ne sont pas contre mettre 5 à 10% de plus pour avoir une menuiserie en bois local. Et c'est pas spécifique à un projet privé, parce que le projet d'école de Maringue, pareil, c'est des fenêtres en fait faites par le menuisier avec une production de pain local. Donc ça existe vraiment même à grande échelle en fait. Et puis voilà, à l'intérieur, on retrouve la volige à 45 degrés pour le diaphragme du plancher. Et là aussi, sur la cuisine, ça aussi c'est toute une aventure, c'est que les meubles de cuisine, c'est forcément du panneau de particules. Enfin, tout est comme ça maintenant, hein. Ikea, même les caissons de n'importe quel menuisier, c'est du panneau de particules mélaminé, stratifié, et puis on ne bosse plus qu'avec ça. Et des fois, on se dit que chez nous, dans l'Est, dans les Vosges, on a un retard d'avance, en fait, parce qu'on a la chance d'avoir encore des menuisiers qui savent travailler à l'ancienne, parce qu'ils font des vieux escaliers, des portes moulurées pour certains clients, et en fait, on s'attache à les repérer et à retravailler avec eux pour faire des choses toutes simples. Mais donc ça, c'est une porte qui sort de chez le menuisier, où il a recollé des planches d'épicéa, il nous refait des caissons en massif, en vraies planches. Et ça nous intéresse pas mal. On a refait une carte des ressources pour identifier les fournisseurs et entreprises sur ce projet. Et ça, c'était une tentative, mais qu'on n'a pas pu pousser au bout. C'est un peu dans la logique de l'analyse des retombées territoriales, c'est d'identifier, je voulais faire un petit bouquin que j'aurais appelé « Où sont passés les 250 000 € de monsieur et madame Truchmuck ?» pour savoir où va l'argent, quoi. Qui prend l'argent? Est-ce que c'est des industriels? Est-ce que c'est des intermédiaires commerciaux? Et que sur un projet comme ça, déjà, on n'a pas de placo, on n'a pas de peinture, on a une forte part chez le charpentier, le menuisier, voilà, une part énorme chez eux, les fabricants de fenêtres et tout ça. Et si on avait le temps d'aller voir combien ils ont acheté leurs fournitures, et eux-mêmes les fournitures, combien ça leur a coûté en achat de matière, en fabrication, je pense qu'on pourrait identifier un budget et le séparer en 3 grandes catégories. C'est qu'est-ce qui est de la fourniture pure, qu'est-ce qui est de l'outillage et de l'investissement de frais de fonctionnement, et qu'est-ce qui est du salaire propre humain. Et sur un projet comme ça, l'idée c'est d'aller au maximum sur de la fourniture biosourcée, géosourcée, et un maximum de travail humain sur un territoire. Et en conclusion, donc ça nous donne sur l'approche bois un intérêt clairement pour ça, le bois naturel, et une envie de faire de plus en plus attention à l'usage un peu trop facile et qui arrive sur le marché avec ces matériaux-là qui deviennent un peu les grands standards, hein. Le panneau OSB, bien sûr, le panneau de particules, le CLT, les bois aboutés.
et donc essayer le plus possible de dessiner des choses qu'on fabrique en bois massif. Et ça, c'est un travail, donc certains connaissent, j'en discutais ce matin, qu'on avait mené avec notre groupe local de la frugalité heureuse et créative. C'est une carte des ressources qui localise sur notre territoire les fournisseurs de pierre, bois, terre et fibres. Alors vous voyez que les grands gagnants, c'est la pierre et le bois, parce que c'est notre histoire, et qu'on a la chance d'avoir encore une multitude de petites scieries et de petites carrières, mais qu'il faut être vigilant, parce que tous les ans, il y en a qui ferment, et qu'il est temps de les distinguer et de faire appel à eux au maximum. Et ça émerge, c'est en train d'arriver petit à petit des entreprises compétentes en terre et des fournisseurs, des agriculteurs identifiés en fourniture de bottes de paille. Là, il n'y en a que 2. Moi, je pense que sur un territoire comme le nôtre, on pourrait identifier 5 paysans par département qui pourraient nous fournir des bottes de paille. Ça, je suis sûr que ça existe déjà. Ça a un peu changé depuis. Ouais. Et associé à cette carte, on a fait une fiche pour chaque fournisseur pour comprendre comment il travaille, quels sont ses outillages, quel type de produits il fabrique et combien de personnes il emploie, etc. etc. Alors ça, voilà, ça a été évoqué cet après-midi, la RT, mais je ne savais pas qu'on allait en parler, mais je trouve que l'initiative est vachement bien. C'est exactement dans ce qu'on essaye de montrer sur l'économie des filières locales. Donc ces fiches-là, on les trouve super et on aimerait bien un peu les faire aussi pour nos bâtiments en Lorraine. Et en conclusion, nous on fait partie du mouvement pour la frugalité heureuse et créative, qui est un des mouvements auquel on croit, qui fonctionne en lien avec plein d'entités existantes, les ENSA, les CAUE, les Envirobat, etc., les UNSFA, l'Ordre des Archis, mais qui est un mouvement militant et libre et qui dégage une certaine énergie, une certaine force de rencontre et de travail ensemble. Et c'était le week-end dernier, les rencontres nationales qui étaient chez nous à Nancy, sur lesquelles on a bossé comme des malades pour organiser cette rencontre, dans un tiers-lieu. Et c'était 450 personnes quand même qui sont venues, qui se sont déplacées. Des tables rondes très, très intéressantes, des débats, par exemple avec Karim Layani, le paysagiste, là, une table ronde sur les luttes, animée par Franck Hulliard de Lyon, des visites, donc 5 tables rondes avec débat, 38 visites de projets et de bâtiments, 12 ateliers de réflexion collaborative sur des sujets qu'on avait identifiés au départ, et puis des restitutions, enfin un peu dans l'idée du colloque de ces 2 jours, quoi, hein, des sujets qui nous intéressent tous et sur lesquels on a besoin de se fédérer pour échanger davantage, quoi. Donc voilà, on voulait en parler. Merci.